Deuxième vidéo sur la série des 7 vidéos dédiées au Big Data et NoSQL. Dans cette vidéo, nous allons parler du paradigme de Key Value Store, ou magasin clé-valeur en français, ou KV Store pour les intimes. Alors, ça c'est typiquement le paradigme le plus simple dans les systèmes NoSQL. Et ce paradigme, c'est quoi? C'est un simple tableau associatif. Donc vous avez une clé qui est censée être unique et au sein de votre tableau, et associé à cette clé, il y a une valeur. Donc dans une base type KV Store, vous pouvez avoir plusieurs tableaux et au sein de ces tableaux, les clés sont uniques. Voilà, c'est ce que je viens de raconter. Et la valeur associée à une clé, par contre, c'est pas forcément le même type de données pour chacune des valeurs de votre tableau. Donc chaque ligne de votre tableau, la valeur associée à la clé, à la ligne, ça peut être différent. Vous pouvez avoir une ligne où c'est un entier, une ligne où c'est une liste de float, ou bien 3 textes et un entier, 17 images, 2 entiers, une chaîne et un float dans la même valeur. Voilà, il y a moyen de faire des choses comme ça. Donc la structure n'est pas imposée, c'est pas comme avec une BD, ou si vous faites une BD de une table avec 2 colonnes, vous devez typer. Ici vous typez pas, c'est dynamique. Donc c'est ça qui offre une certaine flexibilité. Par contre, voilà, le concept est très rudimentaire. Et donc la clé au sein du tableau, vous vous doutez bien qu'elle est indexée, ce qui permet de retrouver très rapidement un enregistrement. Quand je dis un enregistrement, c'est plutôt une valeur, simplement. Valeur qui peut être une liste de sous-valeurs, mais voilà, c'est de retrouver une valeur. Et souvent, très souvent, la structure d'indexation utilisée pour ce type de stockage, c'est une table de hachage pour pouvoir retrouver, en tout cas en l'absence de collision, en O1 opération, votre enregistrement. Vous hachez la clé, vous avez une position dans la structure de données et vous allez lire la valeur à cette position. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et alors, évidemment, s'il y a des collisions, il y a tous les mécanismes qui peuvent rentrer en jeu, comme on en a parlé dans l'indexation. Soit ça se trouve dans la donnée se trouve dans la position voisine, soit on lance un autre algorithme de hachage qui donne une autre position, soit il y a une liste chaînée où plusieurs cases peuvent être associées à une même position, et ainsi de suite. Il y a plusieurs techniques. Mais le principe, c'est une table de hachage. On hache la clé, on trouve la position, on lit la valeur. Point. Alors, les utilisations les plus fréquentes des Key Value Store, typiquement, d'ailleurs c'est pour ça que c'est dans ce chapitre, c'est comme système de gestion de base de données de type NoSQL. Mais bon, faire une base de données complète juste avec des tableaux associatifs, c'est faisable. Mais point de vue fonctionnalité, c'est pas génial. On en reparlera après. Par contre, l'utilisation la plus fréquente de ça, c'est comme serveur de cache. Parce que la majorité des systèmes Key Value Store sont des systèmes in-memory, où toutes les données sont en RAM. Pas tous, mais une grande partie. Et c'est très utile, c'est très facile, c'est très pratique, voilà, comme serveur de cache. Je vous montrerai un exemple un peu plus loin. Et alors un autre cas de figure un peu moins fréquent, mais des fois dans des systèmes embarqués, ils ont besoin d'avoir une structure pour stocker des données. Et un SGBD, genre SQLite, c'est un peu too much, et des fichiers plats, c'est un peu relou. Souvent, il y a des versions embarquées comme ça de Key Value Store, où une clé, une valeur, on la stocke. Ça peut être très pratique et assez performant pour l'embarquer. Donc c'est un contexte d'utilisation qui n'a rien à voir avec le big data, mais c'est juste que ce type de paradigme est également utilisé dans ce contexte-là. Alors notez aussi, je vais en reparler un tout petit peu plus tard, mais qu'on peut très bien faire un Key Value Store avec un système de gestion de base de données. C'est possible. Mais j'en parlerai en fin de vidéo. Alors voici un exemple d'un petit peu de structure, un principe de fonctionnement d'un Key Value Store. Alors vous avez ici la source de l'image, donc ça, celui qui est représenté ici, c'est DynamoDB. DynamoDB, c'est leur système phare chez Amazon sur la AWS.
Alors c'est un système qui a deux paradigmes, il fait Key Value Store et Document Store aussi, mais ici je vais vous montrer la partie Key Value Store. Et donc on a, ceci c'est une table, vous pouvez voir ça comme une grande table, voilà. Et on a la clé à gauche et la valeur à droite. Et la clé est composée de deux sous-clés, ce qu'on appelle une partition key, et qui est un truc qui s'incrémente en respectant un certain pattern, et une sort key, ça c'est quelque chose que l'utilisateur définit à la volée. Et alors normalement, les items qui ont une même clé de partition sont des items qui seront stockés au même endroit. Sont en théorie des items qui sont liés. Alors ici vous avez les informations d'un seul et même album, donc l'item 2, comme album c'est les 6 partitions de back là, et prend bien l'information de la première piste par exemple. Et donc vous voyez qu'au niveau des valeurs, dans les valeurs, vous pouvez voir ça comme ça peut être une liste de différentes valeurs. Donc on voit ici, hein, il y a 3 données. Voilà, pour le livre Odyssée de Homère, je pense que c'est l'auteur de 1871. Voilà. ISBN, on aurait rajouté un truc là juste après par exemple, ou bien on aurait rajouté une autre ligne avec Product ID qui vaut 1 comme partition key et ISBN comme sort key et puis met la valeur. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles à respecter. La seule règle à savoir c'est que votre clé, il y a une clé de partition un petit peu gérée par le système et la sort key qui est gérée par celui qui gère les données. Et que les données qui sont sur une même partition key sont stockées au même endroit et triées par sort key. Voilà. Boum, boum, boum. C'est l'idée. C'est un key value store. Et donc, quand vous voulez rechercher une information, vous voulez rechercher, l'album 2, c'est quoi? On fait un hash, hop, et il faudrait vraiment une tablette graphique. Un hash de 2. Et ce qu'on veut savoir, c'est l'album de qui? Album ID. Voilà, album ID. Il y a un hash de ça. Et le hash de ça va donner l'adresse physique où trouver cette ligne-là. Voilà. C'est le principe. C'est pas plus compliqué que ça. Donc un Key Value Store. Il y en a d'autres. Ça, c'est celui d'Amazon. Pour les autres, les plus connus, typiquement moi ma source, ma référence, ma bib, c'est dbengines.com, où vous avez les classements de popularité des différents systèmes, et je vous ai déjà présenté ce site-là dans les premiers cours. Et si on prend le paradigme du Key Value Store, voilà un petit peu le classement, ici en mars 2020. Et on voit ici les scores de popularité sur cette colonne-ci. Et le plus populaire, c'est Redis. Et donc le principe de Redis, déjà, ça démarre bien dans le sens où c'est écrit en C. Donc là, je suis content. Ce qu'il y a, c'est que c'est du in-memory. Donc c'est un truc, voilà, c'est pas un serveur de base de données au sens où je vais stocker ma facturation dedans. C'est quelque chose où les données sont en RAM. Vous coupez le serveur, il n'y a plus rien. Pour vous donner un autre exemple de spécificité, imaginez dedans vous stockez des infos, je sais pas moi, les commandes du jour, voilà. Et vous dites, tiens, quel est le montant en moyenne qu'il y a eu pour des commandes aujourd'hui? Il va pas parcourir toutes les données, c'est une heuristique. C'est une heuristique qui démarre, qui va prendre, je connais pas le principe de l'heuristique, mais supposons qu'elle va prendre des données plic-ploc. Et puis elle vous dit, voilà, le montant moyen des commandes, c'est 1000 euros. Si ça se trouve, c'était 1200, ou 800, ou 4000, on n'en sait rien. C'est une heuristique. Donc, c'est pas une science exacte, si c'est une heuristique. Voilà, c'est assez particulier. C'est transactionnel, donc quand vous écrivez un truc en mémoire, vous êtes sûr qu'il a été écrit en mémoire. Voilà, il y a plein de mécanismes comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous conseille de faire ça, c'est si vous avez 5-10 minutes, vous tapez cette URL là et vous arrivez sur une version de démonstration de Redis, et donc il n'y a rien à installer, du coup vous êtes là, vous avez une console, et c'est un petit tuto, et vous pouvez voir un peu comment ça marche. Typiquement, donc vous voyez que c'est pas du SQL, c'est sur un magasin clé valeur, c'est assez simple, donc vous écrivez set votre clé suivi de la valeur, et boum, ça crée la clé, ça met la valeur.
Si vous voulez récupérer une valeur, c'est get votre clé et il vous renvoie la valeur ou les valeurs associées. Vous pouvez, par exemple, donc vous setez une clé, vous y mettez une valeur, et puis vous pouvez rajouter des valeurs à la queue leu derrière sur cette clé pour faire une liste de valeurs. Vous savez extraire la première, savoir combien de valeurs il y en a. Et à chaque fois, c'est des toutes petites syntaxes pour faire ça, très courtes. Vous pouvez créer une valeur temporaire, donc vous créez votre valeur, et puis sur la ligne d'en dessous, vous écrivez un TTL en disant que cette valeur expire dans 120 secondes. Voilà. C'est des toutes petites commandes, et 120 secondes après, la clé disparaît, sa valeur aussi. C'est très simple. C'est pour ça que c'est assez séduisant. Mais bon, c'est du in-memory hein, dans le cas de Redis, et c'est extrêmement performant vu que tout est en RAM, c'est codé en C de manière assez propre et c'est de l'open source. Sinon, le plus gros concurrent de Redis, c'est Memcached, c'est peut-être même le plus connu. D'ailleurs, ça m'étonne que ce soit Redis le plus populaire et que ce soit pas Memcached. Même, je sais pas trop comment le prononcer, Memcached. Peut-être qu'il l'était avant parce qu'on voit que la popularité dégringole. Mais voilà, c'est le même principe que Redis, c'est très similaire. Sinon, il y a DynamoDB, comme vous pouvez le voir, c'est le deuxième plus populaire, qui suit aussi un autre paradigme. Là, je pense pas que vous pouvez récupérer le code et faire next install. Ça appartient à Amazon. Sinon, dans le tableau, vous voyez, il y a Microsoft Azure CosmoDB. Je vais pas en parler là maintenant, parce que c'est un truc très particulier. Un autre très connu, c'est Aerospike. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo dédiée au moteur de stockage, à un moment donné je parlais de Myrox, qui était un moteur de stockage pour base de données relationnelles, mais qui n'utilisait pas des arbres B, mais des arbres LSM, dans le but de diminuer le nombre de phases d'écriture pour préserver les SSD. Bah, typiquement Aerospike, c'est un moteur key value store, à la base in-memory, mais contrairement aux autres avec un mécanisme de persistance, donc vous pouvez stocker vos données de manière durable, mais sur SSD. Alors, ça marche sur disque dur. Et pourquoi je vous rappelle la vidéo avec les moteurs de stockage? Parce qu'à l'époque, j'ai dit qu'on j'avais essayé avec un étudiant un système dédié au SSD sur disque dur classique, et le disque dur avait pété. Et ben voilà, c'est Aerospike, typiquement. Et il codait d'une certaine façon que le disque dur classique, si vous essayez son code dessus, ça part un peu en sucette. Donc c'est vraiment quelque chose dédié pour les SSD avec de très faibles latences, contrairement à du disque dur mécanique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est écrit en C, c'est écrit en C, c'est écrit en C, comme les GBD, qui sont écrits en C aussi. Alors quand je dis C, c'est peut-être des fois C++, mais c'est l'idée. Amazon, je sais pas. Et il y en a un autre dans les populaires, il y a Hazelcast que vous voyez là. Et lui, il est écrit en Java. Alors vous savez sûrement que j'adore le Java. Et alors quand on va sur le site d'Hazelcast, ils font des benchmarks où ils disent regardez, par rapport à Redis qui est la référence, on est quasi aussi bon. Alors dans leur test, ouais, ils sont quasi aussi bons que Redis. Bon, on se doute bien qu'ils ont tuné à mort Hazelcast pour faire leur bench. Mais bon, du Java quasi aussi bon que du C, j'ai quand même un gros doute. Et alors il y a la réponse sur le site de Redis, regardez, par rapport à Hazelcast, on est 4 fois plus rapide. Donc la vérité elle est où? Sûrement entre les deux. Parce qu'évidemment chacun va prêcher pour sa paroisse, mais je suis, à mon avis, la vérité est sûrement tip top entre les deux. Donc c'est quand même peu probable qu'un truc en Java soit aussi rapide que quelque chose en C. Mais là je ne vous apprends rien. Alors, un petit exemple d'implémentation de système de cache avec un KV Store. Dans cet exemple-ci, c'est même cache, mais ça aurait pu être un autre. Vous avez votre application, voilà, un site web par exemple, et donc il y a les données de manière persistante ici. Et l'idée, c'est votre appli, quand il y a un client qui se connecte dessus, voilà, et il veut rechercher une information, vous allez d'abord aller voir si c'est présent dans le cache, qui est en RAM. Et si c'est le cas, vous renvoyez l'info. Si c'est pas le cas, vous allez alors chercher ici, et tant qu'à faire, quand vous réceptionnez l'info, donc en phase 2, vous l'injectez dans le cache.
au cas où il y aurait quelqu'un d'autre après qui veut accéder à la même valeur, avec une certaine durée de vie. L'implémentation, ça c'est tout con. Donc voici un code en PHP. Donc ça c'est la clé du client que vous cherchez dans votre BD. Vous créez une clé unique que vous hachez. Et ça c'est la clé correspondant dans Memcached, donc dans votre cache. Et ça c'est la clé dans MariaDB. Et donc, toute la connexion au serveur est là au-dessus, j'ai pas mis dans le code. Et vous recherchez, tiens, est-ce que on trouve l'info dans notre serveur. Donc on envoie la clé hachée. Si on trouve, on a une réponse. Si on a une réponse du cache, on alimente notre tableau de réponse qui va servir ici. On va pas créer les données et les afficher. Si pas, alors on se connecte, on envoie la requête à notre serveur de DB. Alors pas bien, j'ai fait une grosse faille de sécurité ici, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Donc on va chercher dans la table les données du client. On récupère les données. Et tant qu'à faire, juste après, on va aller, on contacte Memcached, on set la clé hachée, on met les données de la réponse, et on dit que c'est compressé, que ça dure 10 minutes. Voilà, par exemple. Et donc pour les 10 prochaines minutes, si quelqu'un recherche de nouveau ce même ID, on n'ira pas interroger la BD, on ira dans le serveur de cache. Par contre, si les données du client ont changé durant ces 10 dernières minutes, alors là, voilà, si vous n'avez pas mis de mécanisme en place pour prévenir le cache, là vous aurez des données qui sont pas forcément à jour, mais bon, ça dépend de ce que vous mettez en place. Voilà, c'est tout con, c'est pas plus compliqué que ça, c'est assez simple. Et donc c'est souvent utilisé comme serveur de cache. Maintenant, vous voyez en autre cas de figure, donc imaginons le contenu suivant d'un KV-Store. Donc on reprend l'idée avec DynamoDB, un petit peu le même type de structure. On a une clé qui est décomposée en deux sous-clés. Et donc on a la partition. Voilà. Ceci, ça va être censé être représenté par exemple. Donc c'est une table qui va contenir les meilleurs scores de joueurs. On va dire que la partition 1 est liée au joueur 1. Et sur Pac-Man, le gars, il a fait un score de 2400, c'est son best score ever. Et sur Tetris, 1345, et ce score-là, il l'a fait le 3 du 5 2017. Puis un autre joueur a des scores sur Doom, Tetris et Pac-Man. Encore un autre a des scores sur Pac-Man, Tetris, Donkey Kong, Doom, et ainsi de suite. Et on voit que des fois, on n'a que le score, des fois, on a le score et la date du score, voilà. Donc c'est une table comme ça, KV-Store, on y met tous les scores. Et si on veut connaître si le joueur 2 connaît le meilleur score du joueur 2 à Donkey Kong, on va hacher 2 Donkey Kong et on va voir qu'il n'y a rien à cet endroit-là, il n'y a pas de Donkey Kong. Donc il n'a jamais joué. Par contre, si on fait 2 Pac-Man, on verra qu'il y a quelque chose et on aura le score du joueur 2 sur Pac-Man. Ok. Donc on stocke les best scores ever de chaque joueur. Pourquoi pas. Maintenant, on aimerait trouver d'autres informations. Donc, on aimerait récupérer les scores pour le jeu Doom. Quels sont les meilleurs scores pour le jeu Doom? C'est là que les emmerdes commencent. Donc, typiquement, vous n'avez pas un index global. Donc, ici, un index global sur uniquement sortkey. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'index sur cette colonne-là. Et on n'en rajoute pas, sinon on rentre dans le travers. Sinon vous faites une base née relationnelle. Ouais, si vous commencez à indexer ça, toute la colonne de la table. Mais du coup, en l'absence d'index, si on veut trouver tous les meilleurs scores de Doom, il faut lire toutes les données. Ah, est-ce que c'est Doom? Oui, non. Ah, merde. Est-ce que c'est Doom? Non. Ah, merde. Ah, c'est Doom. Oui, ok, je prends. Et ça, bon, vous doutez bien que c'est trop lourd. Du coup, si vous faites souvent des choses comme ça, vous allez devoir créer un index. Mais on ne peut pas indexer comme ça toute la colonne. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir faire une deuxième table sur le côté. Qui, dans ce cas-ci, vous aurez une clé. Dans ce cas-ci, la partition 1, ça sera le jeu Pac-Man. Voilà. Vous voyez que la partition, si je prends un jeu, c'est Pac-Man. La partition 2 jeu, c'est Tetris. Et si je prends la partition 1 avec la sous-clé score, j'aurai à la queue leu ici mes meilleurs scores pour le jeu Pac-Man. Et tant qu'à faire, dans la syntaxe que j'ai mis là, je prends le score, puis en parenthèse, je mets l'identifiant du gars pour le retrouver.
si ça m'intéresse, et du coup je sais croiser les données dans l'autre table. Voilà. Ce qui veut dire que quand je vais insérer un truc ici, ben, je vais devoir mettre à jour là aussi. C'est un petit peu plus rapide quand même dans mon exemple ici qu'une base de données relationnelle, parce que on fonctionne avec du hash, et donc identifier les endroits où on veut insérer de part et d'autre, ça va vite. Mais voilà, on se retrouve à avoir une relation implicite entre des structures. Est-ce que c'est pas finalement réintroduire le concept de relation? Et petit à petit, plus le système va évoluer, plus on va retrouver les contraintes qu'on avait avec les systèmes SGBD, tout simplement. Donc il faut voir si le use case devient un peu trop compliqué. Finalement, vous allez passer votre temps à devoir faire du code et du code et du code, parce qu'il n'y a pas d'SQL, hein, ou peu, ou s'il y en a, il est souvent pas complet. Alors que si vous étiez sur un GBDR, ça tournerait sans souci. Voilà, donc c'est toujours une question de use case, de croissance des données, enfin il y a plein de facteurs qui rentrent en considération. Mais à un moment donné, si vous faites beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de croisements de données, pas convaincu que le KV-Store soit le meilleur paradigme pour vous. Sinon, il y a plusieurs types de key value store, en dehors du fait qu'il y en a qui stockent les données en RAM et sur disque dur. Donc la majorité des KV Store indexent par table de hachage. Et donc vous savez qu'en l'absence de collision, l'accès est très efficace et très rapide. On trouve l'adresse et on va récupérer la valeur ou écrire la valeur. Mais le gros souci il est là. C'est que votre clé doit être complètement connue. Si vous connaissez votre clé que partiellement, il va falloir scanner plein de données. Voilà. Donc il faut connaître la clé. Ça c'est important. Ce qui n'est pas totalement problématique parce que il faut voir un peu la clé comme des noms de colonnes, quoi. Équivalent d'une base de données relationnelle, et dans ce cas-là vous les connaissez. Donc un numéro un peu random, enfin auto-incrémenté par exemple, qui est un ID de client ou de chose, un ID de chose, et ensuite la deuxième partie de la clé qui sera un nom de colonne. Ben voilà, quel est le nom de cette chose, quel est le type de cette chose, par exemple. Et alors les résultats ne sont pas naturellement triés quand ils sont extraits. C'est le défaut de l'étape de hachage, mais bon, ça c'est pas dramatique, on a assez de puissance de calcul que pour tout trier. Le souci, il est là. Voilà. De la structure de hachage par rapport aux autres, il existe quelques orderettes KV-Store où là la clé indexée en utilisant des arbres B+. Et donc vous avez les accès tels comme une base de données, c'est un peu le même principe. Et là vous savez rechercher, si vous connaissez le début de la clé, vous savez rechercher efficacement les clés potentielles qui correspondraient. Et là, potentiellement vos résultats peuvent être triés, étant donné que vous parcourez un arbre où toutes les clés savent être extraites directement de manière triée. Mais c'est moins fréquent, et le fait de travailler en arbre comme ça, ça apporte des inconvénients qu'on avait avec les SGBD, et donc les plus efficaces souvent c'est par table de hachage. Et donc en parlant des SGBD, il est possible de détourner le fonctionnement de certains SGBD pour les utiliser en KV-Store. Par exemple avec PostgreSQL, vous pouvez rajouter le module HStore qui rajoute le hachage et qui vous permet de faire du Key Value Store. Mais ça reste des fonctionnalités additionnelles qui se greffent sur le moteur de stockage plus ou moins natif de PostgreSQL. Ça ne donne pas les mêmes performances qu'un Redis par exemple, qui lui est full in memory. InnoDB par exemple, vous pouvez accéder à des records sans faire de SQL, directement si vous connaissez la clé primaire, c'est possible, mais ça va parcourir un arbre, c'est pas du hachage, ça va être équivalent à ceci, en rajoutant toutes les contraintes évidemment, lourdeur de la partie SGBD. Voilà, mais sinon, vous pourrez imaginer de faire une table un peu à la façon d'un KV-Store, une table pour tous vos clients, et dans laquelle vous avez deux colonnes.
c'est possible aussi. Il y a moyen de concevoir un KV Store avec un GBDR. Faut voir les perfs, faut voir ce que ça donne. Voilà, donc Key Value Store, en résumé vite fait, paradigme très simple, très utilisé en in-memory pour faire des serveurs de cache. En BD pour du stockage, oui, mais quand c'est assez simple, des valeurs de capteur ou des choses comme ça, dans l'embarqué, quand on veut pas toute la couche de relationnel, qu'on veut vraiment pour du stockage très simple, et souvent il faut connaître la clé complètement pour retrouver une information, sinon faut parser toutes les données. Voilà. Ceci clôture cette vidéo.